L'hebdo politique. Bonsoir et bienvenue dans l'hebdo politique, votre rendez-vous politique du dimanche soir sur Radio Sensation en partenariat avec TV, 78 épisodes 195 ce soir. Notre invitée est Martha de Cidrac. L'hebdo politique. Martha de Cidrac, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénatrice LR des Yvelines depuis 2017. Le pic de la troisième vague semble derrière nous et la baisse de la pression épidémique est engagée. Ce sont les mots du Premier ministre que je cite là, les mots qu'il a employés jeudi soir lors de sa conférence de presse. Conséquence, bien qu'il faille rester très vigilant, ce sont aussi là les mots du Premier ministre. L'école reprendra demain, lundi 26 avril, pour les primaires et maternelles. C'était sur ce point-là, sur la reprise des cours pour les plus jeunes, obligatoire. On n'avait pas le choix, il fallait qu'ils retournent en classe. Oui, je crois que c'est important. C'est important d'une part pour les enfants, pour nos jeunes, bien sûr, mais pour les familles également. Et puis aussi, il fallait, dès lors que les chiffres commencent à s'annoncer, on va dire un petit peu plus optimiste. Parce que visiblement, on est d'accord. La décrue n'est pas si importante visiblement. Non, elle n'est pas si importante que cela. Toutefois, je crois qu'il est temps que l'on sorte d'un discours anxiogène vers quelque chose d'un peu plus normalisé. Bien évidemment, l'épidémie est toujours là. Bien évidemment, les gestes barrières doivent toujours être la règle pour nous tous. Mais en même temps, il faut que la vie continue et que la vie reprenne. Donc moi, je trouve que c'est une bonne décision. Alors, la vie reprend et l'école reprend avec tout de même un cadre très strict et un protocole très strict. Il y aura 400 à 600 000 tests salivaires par semaine désormais dans les écoles. Il y aura aussi les autotests pour les lycéens et les adultes. Le protocole, c'est un cas Covid, une classe fermée, donc il y aura sûrement beaucoup de fermetures. Qu'est-ce que vous disent les élus locaux que vous rencontrez, ceux qui vont avoir la charge justement de ces protocoles, d'organiser un peu le retour à l'école? Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils ont des inquiétudes? Concrètement, les maires des Yvelines que vous connaissez? Comment ne pas en avoir, de toute façon, puisque par définition, c'est quelque chose qui peut vous tomber du jour au lendemain, et cela suppose donc une organisation au pied levé automatiquement. La seule chose, je dirais, un petit peu encourageante dans cette affaire, c'est que ça fait plus d'un an maintenant vous voyez qu'on a cette épidémie, qu'on a cette crise, et que les élus locaux sont, j'ai envie de dire, en première ligne. Donc de ce point de vue, je ne parlerai pas véritablement d'inquiétude organisée. Voilà, parce qu'ils ont compris que maintenant il faut fonctionner un petit peu tous les jours, s'adapter à ce qui pourrait nous tomber dessus. Donc de ce point de vue, je ne sens pas une véritable inquiétude, mais bien évidemment une véritable vigilance. Et des parents, certain. Est-ce que les parents vous alertent, les parents que vous rencontrez dans la rue ou autre? C'est plus les parents d'ailleurs qui peuvent avoir des interrogations autour de cela, parce que pour un parent qui travaille, aujourd'hui les deux travaillent, nous sommes dans des territoires en région parisienne où les pères et les mères travaillent. Donc lorsque vous avez un petit qu'il faut garder au pied levé, c'est pas toujours évident. Le télétravail n'est pas toujours possible pour tout le monde et l'organisation familiale est forcément perturbée. Donc tout cela mérite qu'on le suive de près. Pour autant, je reste et je persiste. Je crois quand même que c'est bien que l'on commence à détendre et que les écoles reprennent. On rappelle le protocole, donc un cas Covid dans une classe, la classe ferme sur l'ensemble du territoire national. Donc ce qui veut dire que potentiellement, s'il y a un cas dans une classe, il y a 25 couples ou parents qui vont devoir trouver une solution un peu à l'improviste. La reprise pour les collégiens et lycéens, elle se fera une semaine plus tard en présentiel. Ils vont reprendre pendant une semaine à distance, en demi-jauge pour les 4e et 3e dans les départements où le virus circule le plus. Cela concerne forcément les départements franciliens et les Yvelines. Là aussi, votre avis, est-ce que c'est mieux que rien, tout de même, cette demi-jauge, notamment pour les plus grands collégiens? Oui, bien sûr. Non, mais tout à fait, c'est dans le même esprit. Tout ça est tout à fait dans le même esprit. Moi, si j'ai un regret à formuler, c'est peut-être plus le fait que ces règles-là doivent s'appliquer sur l'ensemble de notre territoire, vous l'avez évoqué, car je pense que quand on est en milieu rural, l'impact n'est pas tout à fait exactement le même que lorsque vous êtes dans une grande métropole. Pour les parents, pour l'organisation, on ne trouve pas forcément de la ressource pour garder ses enfants aussi aisément. Les collégiens, il y avait de la demi-jauge quand vous dites que vous voulez que ce soit national. Je pense à l'ensemble en fait de tous nos scolaires, que ce soit vous soutenez pas forcément la demi-jauge juste dans les départements les plus
plus concernés par l'épidémie. Oui. Donc moi, je pense que de toute façon, là-dessus, il va y avoir d'autres effets du style pour le transport. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut qu'on ait un sentiment quand même d'équité pour l'ensemble de notre territoire. Donc là-dessus, il peut y avoir quelques réserves, mais globalement, le fait que nos jeunes puissent retrouver leurs écoles, leurs collèges, leurs lycées, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Donc Martha de Cidrac, si je comprends bien ce que vous dites entre les lignes, vous êtes opposé à un déconfinement, parce que c'est aussi le sujet territorialisé. On dirait Pardon. Non, c'est moi qui ai mal compris peut-être ce que vous avez voulu dire. On semble se diriger vers un déconfinement territorialisé avec l'Île-de-France où le virus circule beaucoup, qui pourrait avoir moins de liberté d'ici la mi-mai, les ouvertures de terrasses, les lieux culturels, ça pourrait peut-être se faire plus tard pour l'Île-de-France. Vous êtes opposé à cela ou vous pensez que c'est justement une bonne solution d'y aller région par région ? Moi, je pense que c'est une bonne chose. D'accord. Pardon si je n'ai pas été assez claire. Ou c'est peut-être moi qui ai mal compris. J'ai cru comprendre que vous pensiez l'inverse. Non, moi, je suis plutôt pour la régionalisation. Je crois que c'est important parce que justement, nous n'avons pas des territoires similaires et nous n'avons pas forcément les mêmes contraintes d'organisation d'un territoire à l'autre. C'est plus dur, d'après vous, d'improviser un peu quand il y a des problèmes dans les milieux ruraux qu'en pleine ville ? Ça dépend sur quel sujet. Par exemple, pour les petites classes, je pense que oui. Pour des plus grands, peut-être pas, mais il y a quand même le sujet des transports qui peut se poser pour nos collégiens, qui dépendent des départements. Donc vous voyez qu'à un moment donné, va se poser la question pour nous de savoir dans quel territoire, qu'est-ce qu'on fait, parce que ce qui va être bon dans un territoire donné sera peut-être un petit peu moins bien accepté dans un autre, pour des questions tout simplement justement d'organisation, d'infrastructure, de capacité de suivi en fait de tous ce déconfinement progressif que j'appelle de mes voeux. Là-dessus, pour répondre très clairement à votre question, moi je suis plutôt favorable à ce qu'on commence à détendre, toujours en rappelant que nous sommes toujours en pandémie et que les mesures barrières doivent être strictement respectées. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on scande toujours. Ça va durer très très longtemps, on le comprend bien. Donc à partir du 3 mai, selon aussi les annonces du Premier ministre Jean Castex, il n'y aura plus la limite des 10 km et mimer donc des possibles réouvertures de commerces, lieux culturels. Ça sera, on l'a bien compris et on en parle depuis quelques minutes, sûrement territorialisé. Est-ce que ça va pas choquer tout de même les gens de peut-être voir un cinéma qui pourra accueillir quelques personnes en Eure-et-Loire et puis pas dans les Yvelines, alors que les deux départements sont frontaliers ? Ça pourrait choquer, oui, pour répondre à votre question. Mais ça se comprend, d'après vous ? Ça peut se comprendre, puisque nous sommes de toute façon... Quand je dis peu, je mets beaucoup de réserves, vous avez observé dans mes propos, complet, encore, parce que nous sommes obligés à chaque fois de tenir compte de ce que cette pandémie impose à un territoire, à un autre. Mais derrière cela, il y a une véritable question d'égalité de nos concitoyens, puisque les libertés plus attentatoires dans une région, dans un département par rapport à un autre voisin, comme vous l'avez évoqué, ça peut nous interroger, bien évidemment, et on peut comprendre qu'il puisse y avoir des habitants d'un territoire qui soient moins contents qu'un autre. Et puis aussi, ça peut aussi vouloir dire, mon cinéma est fermé, je vais aller un peu plus loin chez le voisin. Comment on fait ? Comment on gère tout cela ? Donc oui, tout cela, je pense, sont des annonces qui nous donnent un peu d'espoir et je crois que ça, nous en avons besoin. Et on a besoin de sortir d'un discours trop anxiogène parce que l'exécutif tient depuis le début un discours très anxiogène qui, moi, me déplaît, je ne vous le cache pas. Nous sommes en crise, bien sûr, mais... Qu'est-ce qui vous déplaît le plus dans les mots utilisés, la sémantique utilisée ? Moi, j'avais pas aimé dès le départ lorsqu'on avait parlé que nous étions en guerre, parce que dès lors qu'on est en guerre, on se donne tous les moyens, ce qui n'a pas été le cas. Donc déjà, c'est une guerre atypique, mais c'était quand même on vit depuis un an un moment qui est exceptionnel du type d'une guerre aussi. Oui, mais dans ce cas-là, on se donne les moyens. Vous allez peut-être m'interroger sur la vaccination. On peut s'interroger aujourd'hui quels moyens nous nous sommes donnés pour être tout à fait dans un déploiement efficient. Vous allez peut-être m'interroger sur les lits de réanimation qui, il y a un an, avait été annoncé à 12 000. La dernière allocution du président, il a dit qu'on allait les faire, qu'on sera à 10 000. Bon, déjà, la jauge a légèrement baissé, sachant que depuis, on n'a pas sensiblement augmenté nos lits de réanimation. Vous voyez que, quelque part, il y a quelque chose qui, pour moi, est assez contradictoire entre un discours qui se veut très volontariste. On est en guerre contre le virus. D'ailleurs, cette sémantique a commencé à moins être utilisée. On n'utilise plus le mot guerre fait. Aujourd'hui. Mais quand même, moi, je m'interroge toujours, quels sont les moyens
qu'on déploie véritablement pour pouvoir y arriver. Moi, personnellement, j'ai saisi à plusieurs reprises le Premier ministre. Je lui avais écrit fin mars une lettre ouverte co-signée par beaucoup de parlementaires et dans laquelle, très clairement, il y avait 3 points que je rappelais. Le manque de lits de réanimation, les promesses n'ont pas été tenues, le déploiement de la vaccination avec le psychodrame d'AstraZeneca quand même. Oui, on va en parler, oui. Voilà, et donc en fait, tout ce discours un peu anxiogène qu'on a continué à maintenir. Et sur les lits de réanimation, est-ce que vous entendez aussi l'argument du manque de moyens humains ? Évidemment. Il faut former les gens, c'est pas en l'espace d'1 an qu'on peut nécessairement les former. Pardon, je vous ai interrompu. Non, allez-y. Mais je pense qu'il ne vous a pas échappé non plus que tout cela, c'est tout à fait vrai, vous avez raison de le rappeler, mais il ne vous a pas échappé aussi qu'à un moment donné, il a été question que nous formions du personnel en 3 semaines. Or, lorsque cette annonce a été faite, nous étions déjà 1 an en crise. Et pourquoi avons-nous attendu 1 an pour commencer à s'interroger s'il ne fallait pas former du personnel pour que nos lits de réanimation supplémentaires puissent se déployer. Est-ce que vous pensez dans cette année de crise, finalement, la plus grave erreur, Marta de Siderac, du pouvoir exécutif, c'est pas forcément les débuts, parce que tout le monde a été pris de court, on l'a tous reconnu, mais c'est au cœur de l'été dernier, quand on a cru que tout était derrière nous et qu'on retrouverait notre vie d'avant. Est-ce que c'est là où on a manqué un peu on a péché par naïveté ? Alors, on a péché par naïveté, bien sûr. Je crois que moi, je dirais que ce que l'on a vécu était une décision quand même loin d'être neutre, d'ouvrir les vannes pendant l'été, sachant on a tous participé à cela aussi en tant que citoyens. Bien on a sûr. tous repris la vie. La responsabilité, de toute façon, est chez tout un chacun. Oui. Ça, c'est normal qu'en tant que citoyen, de la même manière que lorsque vous ne respectez pas les gestes barrières, vous voyez, là, on prend la précaution d'avoir une distance entre nous. On ne s'est pas serré la main. On ne se serre pas la main. Voilà, tout ça, c'est un véritable, je dirais, ça doit être une habitude évidente aujourd'hui. Il ne faut même pas se poser la question. En revanche, si vous voulez, même l'été dernier, lorsqu'on a ouvert les vannes, on en a peut-être tous profité, on a peut-être tous été très contents. On s'attendait, on le savait, au Parlement, on était persuadé que l'automne sera difficile. Et malheureusement, ça s'est avéré... on n'a pas voulu le voir peut-être, ou ne pas s'en rendre compte. Oui, je pense qu'on a souhaité... Pour pas plomber le moral aussi des Français. Voilà, moi je pense qu'il y avait cette volonté-là, après un hiver et un printemps très difficiles pour nous tous. On avait souhaité donner un message un petit peu plus positif, mais il était mal calibré, ce message positif. Bon, soyons positifs avec la vaccination qui avance tout de même, le calendrier reste le même du gouvernement, 20 millions de vaccinés de première dose pour mi-mai, 30 millions mi-juin. La nouveauté depuis samedi, c'est que en pharmacie, on peut se faire vacciner avec le vaccin Johnson & Johnson qui nécessite qu'une seule administration. C'est pour les plus de 55 ans, puisqu'il y a le même problème pour que l'AstraZeneca, avec des cas de thrombose qui ont été avérés et reconnus. Comment vous regardez cette méfiance qui s'est installée progressivement dans le pays avec autour de l'AstraZeneca et puis qui va peut-être aussi concerner le Johnson & Johnson? Est-ce que vous comprenez la crainte des gens, ou alors vous leur dites on a toutes les précautions nécessaires aujourd'hui en France, on est très sérieux, si on dit aux plus de 55 ans qu'ils peuvent se vacciner avec, faites-le et n'hésitez pas? Alors moi je dirais oui, AstraZeneca est un vaccin qui est tout à fait utilisable, enfin il n'y a pas de question à se poser sur ce vaccin-là. Moi, pour répondre à votre question pleinement, l'erreur vient de la communication ministérielle et du Premier ministre aussi, puisque rappelez-vous, lorsque l'Allemagne avait décidé en mars de suspendre la vaccination avec de l'AstraZeneca, la France n'a même pas attendu l'avis européen pour en emboîter le pas, sans se poser plus de questions. Donc comprenez bien que dans l'esprit de nos concitoyens, le doute s'est immiscé. On ne peut pas leur en vouloir. On ne peut vraiment pas leur en vouloir de ce point de vue. Même moi, dans mon environnement proche, je connais des personnes qui avaient des rendez-vous et qui se sont dit, mais Marta, désolée, c'est de l'AstraZeneca, au regard de ce que j'entends et des doutes qu'il y a, je vais attendre, je ne vais pas sortir. D'ailleurs, la communication a changé à ce propos, même jeudi soir. Absolument. Donc je crois que le mal a été fait, et le mal était quand même important, puisque dimanche, il y a 8 jours, à Saint-Germain-en-Laye, qui est ma ville. Vous savez que nous avons un grand centre de vaccination également. Sur les doses qui ont été fournies, n'ont été utilisées que 25%.
non pas parce que parce qu'il n'y avait pas de personnes à vacciner, tout simplement parce que c'était de l'AstraZeneca. Et donc les gens annulent les rendez-vous ? Il y a des gens qui ont annulé leurs rendez-vous. Et dans ce cas-là, est-ce que les vaccins sont perdus ? Non, les vaccins ne sont jamais perdus, mais si vous voulez, il y a à un moment donné une véritable interrogation sur sur cette confiance que l'on doit de nouveau retisser avec la population pour que ce plan de campagne et cette campagne de vaccination puisse se déployer. Oui, il va falloir, parce que ces deux vaccins, précisément Johnson & Johnson et AstraZeneca, représentent 30% des livraisons attendues pour la France fin juin. C'est-à-dire que si on s'en passe ou que les gens vraiment s'en méfient, on n'arrivera pas à atteindre les 30 millions d'ici la mi-juin, et on risque de perdre ce pari d'un retour à la vie presque normale cet été. Je voudrais passer à autre chose, Martha de Cidrac. Maintenant, votre activité parlementaire, vous êtes vice-présidente de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Il y a un projet de loi qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, qui a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. C'est le projet de loi climat et résilience. Il va arriver bientôt, je ne sais pas quand précisément, mais au mois de juin, je crois, au Sénat. Oui, il va arriver en juin pour l'examen en séance, et en commission, nous allons l'examiner toute fin mai, début juin. Vous êtes rapporteur d'ailleurs. Je suis rapporteur sur un certain nombre des articles, puisque l'Assemblée nationale... 69 au départ, articles. Aujourd'hui, nous sommes à 219. 219, voilà, excusez-moi. Oui, c'est tout ça. L'Assemblée nationale a introduit un certain nombre d'amendements. Vous vous souvenez qu'il y avait eu plus de 7000 amendements qui avaient été déposés par nos collègues députés. Tout cela a fait que, in fine, le texte qui a été voté à l'Assemblée nationale, aujourd'hui comporte 219 articles. Censé traduire la Convention citoyenne sur le climat. Alors, et c'est 149 propositions. Le projet initial du gouvernement, effectivement, tel qu'il a été déposé au Parlement, les 69 articles dont vous faisiez référence, étaient censés reprendre les préconisations de la Convention citoyenne et ses 140 propositions. Je pense que vous avez vu qu'il y avait eu du mécontentement, puisque beaucoup n'ont pas été reprises. Il y avait une note adressée même au gouvernement, 3,3 sur 10. Tout à fait. Depuis, les parlementaires sont censés l'avoir enrichi, en tout cas les députés, juste pour citer quelques mesures qui ont été mises en place dans cette première lecture et votées, et qui vont être très médiatisées. Publicité interdite des énergies fossiles, interdiction des vols domestiques quand une alternative en train existe en moins de 2h30, fin des terrasses chauffées en mars prochain. C'est de la vie très concrète qui concerne tout le monde. Gel des loyers aussi pour les passoires thermiques, option végétarienne obligatoire tous les jours dans les cantines de l'État et donc pas dans les cantines scolaires. Vous placez de quel côté ? Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent la Convention citoyenne sur le climat, la confiance qui avait été mise là-dedans a été trahie, ou finalement c'est déjà beaucoup de mesures qui sont mises en place et un premier pas très important pour les ambitions environnementales de la France? Alors le Sénat a une fibre environnementale très forte, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser. Et moi notamment, bien sûr. Mais nous sommes nombreux à partager un certain nombre de souhaits environnementaux au sein du Sénat. Mais pour répondre pleinement à votre question, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est législateur, on se doit d'examiner un texte avec un regard de législateur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'on regarde véritablement quels sont les impacts réels par rapport à une annonce qui aura été faite d'un texte de loi. Là, en l'occurrence, la loi climat et résilience. Le grand objectif qui avait été annoncé, au-delà du fait que ce sont des propositions issues de la Convention citoyenne, c'était quoi ? C'était de dire la France va baisser ses émissions de gaz à effet de serre à moins 40% à horizon 2030. Par rapport à 1990 ? Absolument. En revanche, il ne vous a pas échappé que cette semaine, l'Europe et les 27 pays membres ont trouvé un accord pour dire qu'à horizon 2030, ces émissions de gaz à effet de serre vont être réduit de moins 55. Donc on peut décemment s'interroger quel est l'impact réel d'un texte de loi qui d'ores et déjà en fait annonce quelque chose qui est en deçà de ce que l'Europe, la France a déjà fait valoir. Donc, Martha de Cidrac, certains vous diront aussi que la France n'est pas le pays le plus polluant, si je peux parler ainsi, de l'Union européenne, puisqu'on a ce mix énergétique propre. Donc 40% chez nous, ça a plus de valeur peut-être que 40% en Allemagne.
Pologne ou en Hongrie. Je suis tout à fait d'accord avec vous et vous avez raison de le rappeler parce que beaucoup de nos concitoyens ne le savent pas. Oui, ces chiffres aussi, ça embrouille beaucoup le... Absolument. Donc ça, c'est quelque chose qui est important mais qu'il faut avoir. Et donc nous, en tant que législateurs, en tout cas nous les sénateurs, nous nous saisissons de ce texte-là avec tout ce recul de l'ensemble des enjeux qu'il peut y avoir. Donc par rapport à des articles très spécifiques, vous en avez cité quelques-uns qui sont effectivement des articles qui vont toucher le quotidien des Français, nous allons les examiner à travers ce prisme. Quel est leur impact réel, bénéfique bien évidemment pour le climat, en rapport avec les contraintes pour nos concitoyens. Est-ce que véritablement, au regard de l'impact qui sont supposés porter, nous avons beaucoup de contraintes, pas beaucoup de contraintes, faisabilité, pas faisabilité, au regard aussi de l'Union européenne. Nous ne pouvons pas nous exclure de cela. Et donc tout cela va faire qu'au moment où je vous parle, là moi je suis à ma 3e semaine d'audition pour ce texte-là. Je n'ai pas encore évidemment fini mon rapport. Il sera fait pour la fin mai pour que je puisse l'exposer à mes collègues de la commission. Si vous deviez c'est un vrai travail de fond que nous faisons actuellement. Si vous deviez tout de même vous mettre une note à ce qui arrive au Sénat aujourd'hui sur 10, puisque la Convention citoyenne sur le climat avait mis 3,3 sur 10, vous metteriez quelle note? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Non, je ne mettrai pas de note pour positif, négatif, tout de même, comment vous jugez après 3 semaines? Vous devez avoir un regard quand même sur ce texte. Oui, moi je suis assez réservée, je ne vais pas dire négatif parce que l'intention est bonne. 5 sur 10 alors non, je n'ai pas envie de mettre de note, ce n'est pas parce que je ne veux pas vous répondre, mais je suis très réservée parce que je trouve que par rapport à nos ambitions, on est en deçà. En revanche, on l'annonce avec beaucoup d'éclat, ce texte-là. Et in fine, c'est ma conviction, je le dis avec un petit peu de réserve, on verra si j'ai raison ou pas à la fin, mais je suis persuadée, au moment où je vous parle, que ce texte-là ne satisfera pas les ONG, la Convention citoyenne, les personnes qui sont très dans l'univers de du climat, en fait, la protection du climat, et ça ne va pas non plus satisfaire tous ceux qui pourraient même avoir des doutes sur l'intérêt de s'intéresser autant de cet impact-là. Sur l'économie. Donc moi, ce que je crains à travers un texte de ce type-là, très fourre-tout, que in fine personne n'en sorte grandi. Moi, c'est juste mon interrogation. On va faire le job, on va essayer de toiletter ce qui mérite de l'être, on va essayer d'enrichir ce qui mérite de l'être, mais voilà. Et les discussions vont traîner sur cet été. On va peut-être voter solennellement cet été sur le texte. Bon, on aura le temps d'en reparler. Il nous reste quelques minutes. Je voudrais, sur cette actualité parlementaire aussi, reparler très rapidement du projet de loi constitutionnelle pour modifier qui vise à modifier la Constitution et l'article 1 qui est en lien avec la Convention citoyenne sur le climat et modifier cet article 1 sur le principe selon lequel la France garantit la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et lutte contre le dérèglement climatique. Ça, c'est la proposition qui a été adoptée par l'Assemblée. Si le Sénat l'adopte aussi dans exactement les mêmes termes, il y aura ensuite un référendum. Quelle est votre position à vous? Est-ce que le Sénat doit justement pousser au référendum ou alors pour vous il n'y a pas vocation à titre personnel, pour le coup je ne suis pas rapporteur mais je m'intéresse de près à ce texte-là, tout à fait, d'autant plus que dans le titre 6 de la loi climat et résilience il y a tout un volet sur l'approche juridique environnementale, avec le terme écocide qui revient, qui est porté par la Convention citoyenne. Moi je ne regarde pas ça d'un très bon œil parce que je pense que modifier notre Constitution sur quelque chose qui est très grave quand même en termes de portée, il faut le faire avec vraiment beaucoup de précautions et avoir un débat de ce type-là, je dirais de manière dans laquelle en fait n'est pas véritablement associé l'ensemble des parties prenantes pleinement, moi me gêne un petit peu à titre personnel. L'enjeu climatique ne mérite pas un changement de constitution, c'est quand même l'enjeu qui va. Mais l'enjeu climatique il dans est des partout. Décennies qui mais l'enjeu climatique, moi c'est mon regret. Et la constitution est partout fait aussi, quelque chose. Vous dire. Bien c'est sûr, le texte mais on en central. fait quelque chose, vous voyez, d'un petit peu isolé, comme si c'était une entité en soi qui avait sa vie en soi. Mais en fait l'enjeu climatique il est partout autour de nous. Donc je crois que si on n'a pas cette conscience-là,
inscrire des choses de plus en plus contraignantes dans nos textes de loi, qui en plus nous mettraient en décalage par rapport à l'Europe, par rapport à nos partenaires européens, par rapport aux autres pays membres, me semble un petit peu déconnecté de la réalité. Et je crains que ça devienne en réalité un combat politicien de la part de l'exécutif aujourd'hui, qui a besoin de marquer, puisque ça a été l'un des engagements d'Emmanuel Macron lorsqu'il était en campagne. On arrive en fin de quinquennat, il faut qu'il fasse quelque chose. Donc c'est quelque chose qui peut avoir de l'éclat. Surtout pourquoi pas, mais je crois que prendre le climat en otage et l'environnement en otage pour des enjeux politiciens, moi, me chagrine un petit peu, pour ne rien vous cacher. Enjeu politicien, il nous reste 1 minute. Je voudrais conclure sur l'enjeu aussi politique très important dans un an, qui sont les élections présidentielles. À droite, qui est le meilleur candidat d'après vous, puisque vous êtes sénatrice LR? Est-ce que vous soutenez quelqu'un? Il y a Valérie Pécresse aujourd'hui, la présidente de la région. Peut-être vous allez me dire Gérard Larcher, dont vous êtes proche. Ou... Gérard Larcher, à ma connaissance, n'est pas candidat. Il l'a dit à plusieurs reprises. Non, aujourd'hui, je n'ai pas de candidat de prédilection. Je les suis tous. Je trouve que nous avons beaucoup de talent au sein de la famille de la droite. Personnellement, je suis partagée. On verra. Il faut se dépêcher. Il reste un an, j'ai envie de vous dire. Non, mais les avis sont très partagés pour plein de raisons. À titre tout à fait personnel, je n'ai pas encore choisi, si je peux le dire comme ça, mon candidat. Attendons de voir. Beaucoup de talents apparaissent. Ils sont tous intéressants. Moi, je plaide, vous savez, pour qu'ils se parlent et que nous ayons une équipe collective. Mais on peut rêver. Merci Martha de Cidrail d'avoir participé à cet hebdo politique sur Radio Sensation en partenariat avec TV78. Je rappelle que vous êtes sénatrice LR des Yvelines. Merci beaucoup. Merci à vous. L'hebdo politique, c'est fini pour ce dimanche. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur les sites et réseaux sociaux de Radio Sensation et TV78. Bonne soirée à tous et à dimanche prochain. L'hebdo politique.